Eh oui, qu'est-ce que vous dites que ça ne sera pas le cas? Vous n'en savez rien. Sur Live TV, vous pouvez nous dire que vous n'êtes pas, comme on a pu soupçonner beaucoup de nos dirigeants et de nos leaders, vous n'êtes pas en fait centré sur vous-même comme étant la seule à pouvoir porter un mouvement transformationnel de nos sociétés. Aucun être humain ne peut être seul à porter un mouvement transformationnel d'une société. C'est toujours une équipe. C'est toujours une équipe qui doit réussir à entraîner d'autres équipes. C'est comme ça que nous voyons la chose. Honneur, respect. Mes chers amours, contente d'être là avec vous. Une magnifique journée pour vous faire une jazette profonde et bien réfléchie. Aujourd'hui, nous nous tournons vers la Côte d'Ivoire, pas pour vous parler de soccer ou de foot, comme on dit en Europe et en Afrique, mais pour vous parler de politique avec une femme que moi je trouve formidable. Probablement si j'étais ivoirienne, je dirais le contraire, mais vous devez aussi savoir que leur règne, leur politique, leur vision a été contestée par certains Ivoiriens et Ivoiriennes et a été aussi encouragée et supportée par d'autres Ivoiriens et Ivoiriennes. Alors, à vous de faire la part des choses. Mais pour moi, c'est une femme que je respecte beaucoup et que je mets à côté de certaines figures extraordinaires de femmes qui ont marqué leur temps. On la surnomme maman, la dame de sang, la dame de fer. On dit d'elle aussi qu'elle est la Hillary Clinton des tropiques. Et là, je me dis, pourquoi toujours comparer nos personnes à quelqu'un d'autre? Lorsqu'on est bolé, comme on dit, en piano, en musique classique, c'est notre Beethoven de je sais pas quoi. C'est comme si on n'a pas le droit d'être unique dans ce que nous sommes. C'est pas l'objectif de cette émission, vous le savez. On va entrer dans cet esprit-là de cette dame qui a voulu à sa manière façonner son monde, façonner son pays et revoir la politique ivoirienne autrement. Alors pour certaines personnes, vous savez déjà qu'il s'agit bel et bien de celle-là. Simone Eyive Gbagbo est née le 20 juin 1949 à Mossou, près de Grand Bassam, en Côte d'Ivoire. Elle est issue d'une famille originaire du groupe ethnique hébraï. Son enfance s'est déroulée pendant la période coloniale tardive et les premières années de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, donc dans les années 1960. Cette époque était marquée par des changements sociaux et politiques importants dans le pays. On sait naturellement qu'elle a reçu une éducation, ce qui n'était pas nécessairement le cas pour toutes les filles de cette époque en Côte d'Ivoire. Cette éducation lui a permis plus tard de poursuivre des études supérieures en linguistique. On n'a pas beaucoup de détails spécifiques sur son enfance, comme sa vie familiale, ses expériences scolaires ou les événements qui ont pu la marquer. Mais on sait que c'est une femme très jeune qui était opiniâtre et qui donnait des signes évidents d'un courage exceptionnel. Simone Gbagbo est une figure politique ivoirienne importante. Elle a étudié la linguistique et est titulaire d'un doctorat. Et dans les années 1970, elle s'est engagée dans le militantisme syndical et politique, bien avant de rencontrer son conjoint. Avec son mari Laurent Gbagbo, elle a cofondé le Front populaire ivoirien, donc le FPI, en 1982. Elle a été première dame de la Côte d'Ivoire 2000 à 2011 pendant la présidence donc de Laurent Gbagbo. Comme j'ai dit, on lui donne des surnoms assez amusants dans certains cas et des surnoms aussi très stéréotypés. Son parcours a été marqué par des controverses, notamment lors de la crise politique de 2010-2011. Elle a fait l'objet de poursuites judiciaires nationales et internationales avec des périodes de détention. 20 ans de prison pour Simone Gbagbo, l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, a été sévèrement condamnée pour son rôle dans les violences post-électorales de 2011. La Dame de Fer était notamment poursuivie pour constitution de bandes armées et atteinte à la sécurité de l'État. Après sa libération, elle est restée active sur la scène politique ivoirienne. C'est la vérité qui est rétablie, c'est la justice qui est rétablie. Les 3 juges de la CPI ont eu le courage de dire que Gbagbo Laurent n'a jamais commis les crimes pour lesquels il était poursuivi et qu'il mérite d'être libéré. Alors, pourquoi on va parler
de Simone et Yves Gbagbo aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est inspiré d'un entretien qu'elle a eu avec Marc Perelman de France 24 dans son émission Tête à Tête. Et lors de cette émission, vous allez voir, le titre est assez révélateur de la pensée française ou du moins du journalisme sensationnaliste. Et à partir de ça, je vais essayer de porter une analyse très courte, très simple, mais importante par rapport à nos situations et par rapport à la manière que nous devons aussi accueillir certaines réactions par rapport à l'Occident et surtout la manière que nous devons nous approprier de leur façon de faire pour nous piéger et pour continuer cette culture de corruption que nous voyons, que nous assistons dans nos pays. Alors, écoutons. Est-ce que vous pensez que cette élection sera libre et sera transparente? Je suis persuadé, moi, que ces élections-là ne se dérouleront pas bien. Alors, comme j'ai eu à le dire, nous allons porter notre analyse sur deux éléments fondamentaux de cet entretien-là que Madame Gbagbo a eu avec notre cher journaliste Marc Perelman. Et on va aussi mettre l'accent sur le fait qu'on a cette tendance-là à dire des femmes qu'elles ne devraient pas avoir d'ambition, que la femme devrait tout simplement être l'allié de son mari et le suivre partout où il va. Beaucoup des femmes militantes ont eu à suivre leur époux. On en a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'exemples. L'on va se rappeler surtout de Winnie Mandela et de Mandela lui-même. Et on va aussi se rappeler de différents autres couples qui ont eu à vivre ces épreuves-là, qui sont restés ensemble et qui malheureusement aussi, certains ont dû faire un choix politique et délaisser leurs épouses qui ont été les piliers de leur bataille. Le premier point, c'est de dire pourquoi les journalistes occidentaux ou toute autre personne intéressée venant de l'Occident aiment la controverse. On s'entend que c'est une culture qui a été vraiment créée autour de la controverse. On va chercher, il faut absolument avoir un point de vue différent de X, Y, Z, ce qui est intéressant parce que ça nous permet aussi de toujours avoir les deux côtés de la médaille. Cependant, dans nos cas et dans nos réalités, on sait qu'ils aiment attiser ce feu-là, ce feu de division pour mieux contrôler la réalité. D'ailleurs, on sait très bien que la France a dit clairement on ne veut pas quitter notre paradis sur le continent Al-Keboulan comme ça. Donc, on va tout faire pour déstabiliser ces pays de l'intérieur afin que nous puissions avoir de nouveau le contrôle que nous avons eu dans le temps passé. Donc, jadis. Donc, le deuxième point, c'est pourquoi on met toujours l'accent, parce que c'est ce que j'ai eu comme commentaire, certaines personnes qui ont lu le titre. D'ailleurs, le titre dit tout. On s'entend. Madame Gbagbo veut que Monsieur Gbagbo désiste, ce qui ne fut pas le cas. Lorsqu'on entend, en fait, on comprend qu'il faut faire le sensationnalisme, il faut avoir un titre pompeux, et puis là, tout le monde commence à paniquer, ce qui ne fut pas le cas lorsqu'on prend le temps d'écouter. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, prenez le temps d'écouter. Et c'est ce qui s'est passé avec ma dernière émission. Certaines personnes ont écouté parce qu'elles n'arrivent pas à se distancier émotionnellement des situations. Et donc, c'est très important lorsqu'on veut commenter une situation politique de prendre le temps d'écouter et d'entendre. Parce que des fois, l'émotion nous empêche de voir plus loin. Alors, pourquoi je m'intéresse réellement à cet entretien-là et à cette situation? Premièrement, on sait que avec la situation actuelle, tout ce qui se passe, les Ivoiriens, les Ivoiriennes doivent être aux aguets et être vraiment vigilants de ce qui pourrait passer chez eux. Il semblerait, on a l'impression qu'il pourrait avoir quelques magouilles durant ces élections-là. Alors, ça veut dire que Alassane Ouattara est un petit supplétif de la France et des autres. Donc, raison de plus de suivre de près les élections et de s'assurer que ces magouilles n'aient pas lieu et que vous ayez des élections en bonne et due forme pour élire la personne que vous voulez réellement, sans l'ingérence de la France et de ses amis. La deuxième chose, c'est que on a vu sur notre continent Al-Keboulan et dans beaucoup d'autres réalités que nos chefs d'État, à un certain point, se sentent obligés d'abandonner les femmes qui ont été les potomitans, les femmes qui ont soutenu leur lutte et qui ont continué de lutter auprès d'eux et en absence d'eux, comme ce fut le cas de Winnie Mandela,
et par pression politique et pour apaiser les Blancs et leur donner cette envie de croire en la bonne foi de celui-ci, eh bien, il a décidé de se défaire de ce lien marital avec Winnie Mandela. Pour moi, ça a été une gifle. Je vais vous le dire très sincèrement. Parce que ce couple m'a tellement inspiré. Et d'ailleurs, c'est la première fois que j'avais osé sécher un de mes cours à l'université pour aller les voir. Parce que pour moi, ils étaient et ils incarnaient le symbole de la résistance. Et donc, de se défaire de son épouse, à cause de cela, c'est sûr, on a accusé Winnie de toutes les exactions, mais on sait par rapport à tout ce que ces gens ont pu faire à ce peuple vaillant. Écoutez, tout comme eux, ils ont pu prendre des décisions difficiles dans une situation de guerre, parce que ce fut le cas, mais elle aussi, elle avait à prendre des décisions qui, naturellement, pourraient être difficiles pour n'importe quelle mère de famille. Elle a fait de la prison, comme Madame Gbagbo, on l'a humiliée, elle était enceinte, et tout ceci pour justement rester dans cette conviction que mon peuple doit vivre dans la dignité et dans la liberté. Donc, est-ce que c'est uniquement nos chefs d'État, nos hommes politiques qui doivent nécessairement et tout le temps prendre ces décisions difficiles de se séparer de leur famille comme ils l'ont fait avec nos ancêtres? Parce que lorsqu'il y avait des hommes qui étaient là uniquement pour engrossir les femmes, et nos femmes, dès qu'elles avaient mis au monde leurs enfants, on les séparait de ces enfants-là. L'homme noir n'avait pas cette capacité d'avoir sa femme. Sa femme était la chose du maître. Et donc, malgré notre liberté, on nous impose ces difficiles décisions. Et donc, moi, comme je l'ai dit, il y a ces éléments-là qui sont très importants, qu'il faut absolument réfléchir et vraiment entrer en profondeur de tout ça. Et on voit, heureusement, comme Farrakhan a dit, le caractère. Cette dame a montré son niveau de caractère. Ce n'est pas nécessairement ses diplômes, mais c'est ce qu'elle est. Elle est une femme authentique. Elle est une femme vraie, une courageuse, une vaillante, une audacieuse. Et le fait qu'elle connaît très bien la mentalité occidentale, elle a répondu, je vous dis, il faut écouter quelques extraits. Je sais pas, on peut pas passer trop de choses parce que sinon, YouTube va me censurer. Mais je vais te dire quand elle lui a dit, Marc, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Donc, en dehors de leur titre sensationnaliste pour faire tout simplement des vues, je pense, selon moi, elle n'a pas dit que je veux qu'il désiste. Elle a mis un bémol. Elle a dit, je souhaite qu'il le fasse si le cas se présente ainsi. Et moi, en tant que femme, en tant que mère, je dirais la même chose. Et j'aurais dit encore dans ma tête que si c'est le cas, je le ferai aussi pour lui. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que une femme qui a ce charisme-là, une femme qui est réfléchie, une femme qui a du caractère, elle va toujours se mettre à côté de son mari. Est-ce que tous les hommes feront les mêmes choses? C'est là qu'il faut se poser la question. Est-ce que M. Gbagbo fera ce geste-là si le cas se présente devant eux? Moi, je suis certaine, je n'ai pas ma boule magique, mais je l'espère en tout cas que l'un ou l'autre fera ce geste-là. Parce que c'est comme ça qu'on montre notre force, qu'on montre que le lion n'aura jamais peur de la gazelle. Et c'est ça, je pense, qu'on espère pour ce couple Gbagbo. Laurent Gbagbo est devant vous et vous devez vous désister. Est-ce que vous espéreriez que lui le fasse si vous êtes en tête? Ça, c'est sûr que je l'espère, qu'il désiste si moi je suis en tête. Donc, premièrement, c'est un peu hypothétique. La personne, avant un événement, ne peut pas savoir comment réellement elle va réagir. Mais là, on lui met déjà devant le fait accompli, ce qui n'est pas mauvais parce qu'elle a aussi le temps de réfléchir et je pense que M. Gbagbo fera la même chose. Ils vont réfléchir ensemble et voir dans quelle mesure ils pourraient désister l'un ou l'autre si tel est le cas. Mais on va voir aussi qu'il a joué avec l'idée de M. Abou Cissé. Elle a eu vraiment l'intelligence de dire, mais écoutez, on a eu le temps, nous, de se parler. Et lui-même, il était un peu étonné de sa réaction, de ce qu'il aurait dit. Et donc, voilà, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter sur mon leadership. Une réponse vraiment d'une femme de caractère. Donc, elle était bien. Elle n'a pas dit de propos malobligeants contre monsieur Abou Cissé. Elle a tenu une ligne de respect envers cette personne-là. Et elle a aussi dit, écoutez, il ne faut pas me faire dire ce que je ne veux pas dire. Le MGC aura un candidat. Mais qui sera le candidat? Nous nous accordons encore ces 2 mois-là pour réflexion. Enfin, c'est un secret de polichinelle. Ce sera vous, Simone Gbagbo. Oh, Marc, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit.
Faut pas oublier, la France a été une partie importante, une antagoniste importante dans ce qui s'est passé en 2011 chez eux. Et elle a aussi rappelé lors de plusieurs entrevues que, écoutez, ce sont des forces étrangères qui sont venues chez moi et qui ont pris de force mon mari et moi. Et elle l'a retenu et vous allez entendre ça là. Que vous savez, moi-même là, j'ai été membre d'un parti qui a eu à diriger ce pays et qui a subi des attaques de troupes venues de l'étranger, dont les responsables n'ont jamais reconnu qu'ils étaient les commanditaires de ces troupes. Moi, je prends tout avec beaucoup de pincettes. Et j'estime que je n'ai pas suffisamment de réponses claires. Donc, je m'en tiens à ma position d'observatrice. Parce que c'est ce qu'il a essayé de faire avec le cas de M. Abou Cissé, de dire oui, mais lui, il a dit ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et elle a été assez grande dame pour dire, ben lui, on s'en est parlé, on a réglé ça. C'est sûr que ben lui-même, il s'est rendu compte qu'il a fait un faux pas, mais on en a discuté. Alors, ce que nous voulons, c'est que tout ce qu'on appelle l'opposition, qu'on se mette ensemble avec un agenda qui est de dire au gouvernement, écoutez, il faut donner plus de mois, plus de temps pour faire ce travail que le conseil électoral doit faire. Et on reste ensemble et c'est une chose à la fois. Elle a été vraiment d'une intelligence notoire. Et ça, c'est des leçons à apprendre de ces personnes-là qui ont vécu tout ce que nous pouvons imaginer, le pouvoir, tout le côté où on l'acclame et la descente aux enfers, l'humiliation et tout ce qu'on peut imaginer d'une femme de grande qualité. Et j'espère que M. Gbagbo aura aussi la sagesse pour dire, écoutez, elle a été ma femme, elle a eu à créer avec moi un parti politique, elle a été de toutes les guerres, on l'a humiliée à cause de nos positions et elle est restée ferme. C'est une femme téméraire, c'est une femme tenace. Et elle l'a montré à nouveau lorsqu'on lui a posé la question de savoir que pensez-vous du franc CFA. Elle a dit, écoutez, ça a été notre décision depuis 2011, 2010, 2011. On avait bien dit que le franc CFA, on ne veut pas s'asseoir à côté. Et nous savons que la France et tous ses comparses ont été contre eux à cause de leur position. Ils étaient contre les bases militaires sur le continent Al-Keboulan. Ils étaient aussi contre le franc CFA et bien d'autres choses. Donc, il fallait absolument monter une opposition pour justement contrer leur capacité d'ascensionner. Parce qu'on ne voulait pas que ces gens-là aient le pouvoir et qu'ils changent la direction des choses. L'autre point que je voulais faire, c'est justement, lorsqu'on regarde tout ça, qui sont les éternelles victimes lorsque les autres continuent de jouer à ceux-là qui mettent le feu et qui veulent après jouer aux pompiers? Qui sont les éternelles victimes de ces choses-là? Ce ne sont que nos populations. Et donc, j'espère que la montée du mouvement des générations capables, ainsi que les autres partis ivoiriens, vont continuer de regarder la France, ses intérêts et de ce qu'ils veulent qu'ils fassent sur le territoire, c'est-à-dire la continuité des bases militaires sur leur sol, de continuer à mettre la division partout où ils se trouvent pour pouvoir bien contrôler la population ivoirienne ainsi que ses politiques, et qu'ils continuent de regarder de près ce qu'ils ont eu depuis 2011. Pas plus que ça. Alors, il faudrait à un moment donné qu'on se réveille, qu'on se dise, écoutez, on va mettre du caractère. Comme Louis Farrakhan l'a dit, il faut avoir du caractère. I don't care. Et ça, j'ai aimé. Je m'en fous du papier que vous avez. Je m'en fous du titre que vous avez. C'est le caractère, ce qui vous tient debout comme quelqu'un qu'on doit respecter. Et c'est ça qu'il faut qu'on continue de cultiver chez chacun et chacune d'entre nous. Comme vous voyez, cette émission, je la voulais vraiment courte parce qu'il y avait deux éléments essentiels que j'ai voulu vraiment mettre l'accent dessus. Le fait que on attise le feu, on a ces pyromanes qui sont autour de nous, qui attisent les feux et qui veulent aussi jouer le rôle de pompiers. Pour quelles raisons? À qui profitent ces déraillements? À qui profitent ces crimes, ces bouleversements socio-économiques et politiques dans nos pays? Et on a compris là où monsieur le journaliste voulait amener Madame Gbagbo. Et dans sa perspicacité, sa grandeur d'âme et son expérience passée, elle avait compris comment bien réagir à tout ça. Le deuxième point, c'était vraiment de nous pousser à réfléchir sur
sur le fait que beaucoup de nos hommes veulent que leurs femmes soient à côté et les poussent. Il faut aussi que nos hommes deviennent des alliés sur qui l'on peut compter. Et on espère que M. Gbagbo, si effectivement Mme Gbagbo devienne la personne idéale ou la personne convoitée pour occuper ce poste-là, qu'il ait la sagesse de lui céder la place et de dire à tous ses supporters, vous allez supporter Simone Gbagbo parce qu'elle a été la maman ou ce que vous voulez parce que c'est vous qui allez décider de cela. Donc, nous devons la supporter. Que ça soit pas uniquement par ego, comme M. Maniga l'avait fait contre sa femme. Parce qu'à un certain moment, il a décidé que quel que soit ce qui se passerait, ma femme là, elle va rester. Mirland Maniga, elle n'a pas à me dépasser. Et ça fait beaucoup de mal aux familles et à l'image aussi qu'on veut que les autres retiennent de notre force, de notre capacité et de notre grandeur de femme ou d'homme. C'est avoir cette capacité de dire, écoutez, pour le bien commun, je vais te pousser. Et ça, il faut qu'on travaille ça chez nos hommes, il faut qu'on travaille ça aussi chez nos femmes. Pour le bien commun, on est capable de se retirer. Alors, voilà, c'était simple, mais j'espère que cette analyse, cette façon de voir la chose aura un écho véritable dans vos cœurs, dans votre esprit, et que nous allons continuer de nous battre dans cet esprit de fraternité, dans cet esprit du bien commun, dans cet esprit, nous allons devoir avancer vers pâturage. Alors, contente que vous avez pris votre temps de nous écouter et contente du fait que vous allez partager la vidéo, que vous allez la commenter et surtout de faire le petit pouce bleu. Sur ce, je vous dis tous, Kembe Jam Palagé, en pile l'amour et à la prochaine émission.